Et le cadrage est bon du premier coup. Impeccable. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit book haul du mois de mars 2025. Je suis désolée, ça fait un sacré moment que j'ai pas posté de vidéo, mais en ce moment c'est vraiment galère avec le travail, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est pas grave. Et je me rends compte que j'ai l'impression que je vous dis ça tous les 2 mois quand je sors une vidéo. Bref, je vais vous présenter les derniers livres que j'ai pu acheter ou qu'on m'a offert ou que j'ai acheté pas pour moi mais que je vais lire quand même. Il y en a 4, 5, 6, 4 romans et 2 BD. Comme d'habitude, je les prends dans l'ordre de la pioche et pas dans un ordre de préférence ou autre, ça on s'en contrefout. Le premier que j'ai acheté, que je voulais trop depuis super longtemps, c'est L'Oiseau moqueur de Walter Tevis chez les éditions Gallmeister, collection Totem. Si vous me suivez depuis bien 4, 5, peut-être même 6 ans, je suis amoureuse de cette collection. Totem, ils ont fait Gallmeister, pardon, ils ont fait la collection Totem, donc une collection poche avec une ligne éditoriale qui est sublissime. Ici, j'ai tous ceux que j'ai lus. En haut, j'en ai encore une dizaine que je n'ai pas lus. Et celui-ci, ça fait partie de ceux que je n'avais pas. Il y en a au moins 200, donc je les ai pas tous. De ceux que j'avais pas, mais qui me donnent extrêmement envie parce que, je vais vous lire le résumé, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Dans ce livre-là, on est sur une dystopie, vous connaissez mon amour pour les dystopies, et surtout, il y a une petite phrase, un petit commentaire, où il y a écrit que c'est dans la lignée de Fahrenheit 451, qui est un vieil ouvrage qui est trop bien, de Ray Bradbury, qui est assez court à lire et que je conseille à beaucoup de gens, même s'il n'est pas forcément très simple à comprendre au démarrage. Ici, on est sur un monde où plus rien n'est fait et géré par l'humain, mais plutôt où tout est fait et géré par les robots. Le mot d'ordre, en fait, la phrase d'ordre de ce monde-là, c'est pas de question, détends-toi. On est dans une période où du coup les êtres humains sont obsédés par leur confort et par la tranquillité d'esprit, ils veulent être déchargés de tout travail, donc en fait les êtres humains veulent tout fournir aux robots et ne plus rien faire, juste profiter. Et du coup dans ce monde-là, les livres, les films et les sentiments, c'est des choses qui sont interdites depuis déjà plusieurs générations. Tous les hommes et toutes les femmes de ce monde-là se laissent vivre du coup en ingurgitant des tranquillisants pour un peu se maintenir bien tout le temps et du coup pas penser à quoi que ce soit, jusqu'au jour où du coup on va suivre un homme solitaire qui s'appelle Paul, qui va apprendre à lire grâce à un vieil enregistrement qu'il a retrouvé et il va être complètement désorienté de savoir lire, de comprendre des choses et de voir dans quel état est le monde actuellement. Et pour un peu comprendre ce qui se passe, il va contacter le plus sophistiqué des robots qui dirige le monde, qui s'appelle Spoffort. C'est le meilleur robot du monde. Et il va lui expliquer sa découverte et il va vouloir en savoir un petit peu plus. Sauf que, est-ce que révéler ça au plus grand des robots de cette planète est la meilleure chose à faire? Est-ce que ce robot va l'aider à remettre les choses en place? Est-ce qu'au contraire, je me dis, il va vouloir l'éliminer ou autre? On sait pas, c'est la grande question. C'est un livre où ça va, c'est pas écrit trop petit parce que des fois les totems, ils y vont de bon cœur pour écrire Rikiki. On est sur 330 pages et il est au prix de 10,40 € et il m'intrigue énormément ce petit livre. Ensuite, nous sommes allés à Gilbert Joseph quand on était à La Rochelle et je suis tombée sur celui-là. Je vous en ai parlé déjà dans les dernières vidéos et je vous ai dit que j'attendais un an qu'il sorte dans cette version là. Bon quand je l'ai revu et je l'ai trouvé d'occasion, j'ai pas pu résister donc tant pis, je l'achèterai pas en totem, je l'ai en version de base. C'est le temps d'après de Jean Egeland chez Gallmeister, donc là on n'est pas dans la collection totem, on est sur les sorties de base de Gallmeister qui sortent comme ça et qui quelques mois ou un an après environ sortent en poche sous ces formats là. Et là, aïe aïe aïe, c'est trop bien. Si vous avez vu, sinon je vous la mets juste ici, si je me trompe pas de compter, mon coup de cœur de l'année 2020, si je ne m'abuse, c'était Dans la forêt de Jean Egeland, du coup qui était sous l'autre format de chez Gallmeister. J'avais adoré, et ça c'est le tome 2 qui vient tout juste de sortir, elle a attendu mais je sais pas, c'est pas 10 ans, enfin c'est, non pas 10 ans mais 5-6 ans je crois entre l'apparition du premier et l'apparition de celui-ci, ce qui est quand même énorme. Ici, dans le tome 1 du coup, on suit une famille, un papa, une maman et 2 sœurs qui vont vivre dans leur maison qu'ils ont fait construire dans la forêt parce que ils sentent qu'il y a un truc qui va se passer dans le monde, ils sentent qu'il y a des épidémies qui commencent à arriver, plus ça va, moins il y a de choses dans les supermarchés, les gens se battent en ville pour trouver des ressources, pour survivre, etc. Donc le père de famille décide d'emmener toute sa petite famille dans la forêt et d'apprendre du coup aux 2 sœurs, aux 2 enfants, à survivre dans la forêt, à utiliser un petit peu ce qu'on a autour de soi, à se défendre, ce genre de choses. On suit tout ce périple-là,
Et à la fin de ce tome 1, je vais essayer de pas vous spoiler, mais c'est pas facile. Passez 1 minute de plus parce que ça va être spoilant. Tout de suite. Du coup, à la fin de ce tome 1, parmi les deux sœurs, il y en a une qui était tombée enceinte et qui du coup va accoucher. Et à la fin du tome 1, en fait, on suit... on voit ces deux sœurs, on voit l'accouchement... on nous parle de l'accouchement d'une des sœurs, de Eva, et voilà, il y a 2 sœurs dans la forêt, il y a plus que 2 sœurs dans la forêt, et ce petit garçon, le bébé. Ça s'arrête ici. Et là, du coup, dans ce tome 2 qu'elle vient de sortir, on suit du point de vue de Burl, le petit garçon. Donc on suit du point de vue du petit garçon, c'est écrit à la première personne, on les suit dans la forêt, on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé parce qu'on suit ce garçon qui a quand même déjà 14 ans, donc il y a 14 ans entre les deux où on n'a pas trop suivi. Il va nous parler de ça, il va nous parler de son désir ardent de découvrir s'il y a d'autres humains sur Terre encore ou pas. Et les deux sœurs, à contrario, vu tout ce qu'elles ont vécu, elles veulent pas du tout sortir de la forêt. Elles veulent rester en fait dans cette forêt et absolument pas rencontrer d'autres êtres humains. Sauf que le petit garçon, sa seule envie, c'est ça. Ce qui est très étonnant dans ce livre, qui est bien fait mais qui m'a fait vraiment bizarre au début, c'est qu'il y a beaucoup de fautes et de faux mots. De mots inventés, de mots qui n'existent pas parce que l'autrice a voulu retraduire, en fait, on nous le dit au bout de 3-4 pages, que ce petit garçon, connaissant pas la civilisation et n'étant jamais allé à l'école, il a appris à parler et à lire et écrire avec le pauvre livre qu'avaient ramené les deux sœurs dans la forêt. Et il nous invente des mots tout le long du livre. Par exemple, quand il parle de lui et de ses 2 mères, il dit nous trois en un mot. Et du coup, il y a des moments où c'est chaud à lire parce que tu te dis ah c'est une faute, non c'est pas une faute. Parfois, il faut lire limite à voix haute pour comprendre ce que veut dire le petit garçon. Donc c'est très perturbant. Pour autant, c'est très intelligemment fait pour faire ressortir le fait que justement il est dans... il recrée sa vie, il recrée son monde avec... pas comme le monde d'avant où on avait l'école et compagnie, il survit en fait. Donc c'est ultra chouette à lire, mais très perturbant. J'ai jamais vu un livre comme ça et je trouve ça excellent quand même. Je vous recommande énormément Dans la forêt, qui est le tome 1 du coup de Jean Egland, et de continuer ensuite avec Le temps d'après, qui est son tome 2. Et Jean Egland est une femme, voilà. Je tiens juste à le souligner. Quand on était chez Gibert à La Rochelle, j'hésitais entre 2 livres. Je me suis acheté celui que vous avez vu d'avant, mais on m'a quand même offert celui-ci. Je voulais absolument La planète des singes de Pierre Boulle, donc ici c'est l'édition Pocket. Il était d'occasion à 4 €. C'est pour ça que j'hésitais entre les deux étaient d'occasion, mais l'autre me donnait extrêmement envie. Je voulais le lire parce que je sais que c'est un classique malgré tout de la science-fiction, et il y a plein de films et tout, et je me refuse de les voir sans avoir lu le livre qui les a inspirés d'abord. Surtout que c'est un livre assez court, qui fait 160 pages, donc très curieuse de le lire. Bref, je vous fais un résumé rapide, mais vous connaissez à peu près normalement. Les êtres humains se demandent s'il y a d'autres planètes dans la galaxie qui pourraient abriter la vie, abriter des humains. Donc il y a un petit groupe qui va se poser sur une autre planète. Et du coup, ils ont repéré une planète où ils voient comme s'il y avait des routes, des villes, des champs, etc. Donc ça leur semble curieusement semblable quand même à notre planète. Et ils décident du coup de descendre sur celle-ci pour voir un petit peu ce qui se passe. Sauf qu'une fois qu'ils se sont posés, les 3 hommes qui du coup sont partis en expédition découvrent que cette planète est habitée par des singes. Sauf que rien va se passer comme prévu, il y en a un d'entre eux qui va être enlevé par les singes habitant sur cette planète, il va être soumis à des expériences que les singes vont lui faire, si j'ai bien compris le truc, et du coup, il est écrit, il faudra que le journaliste fasse devant les singes la preuve de son humanité. Je trouve ça très intéressant et vraiment c'est que je voulais lire le livre avant de voir les films. Dernier roman et ensuite on passe au BD. J'ai reçu de la maison d'édition Rivage la prochaine sortie de Bora Chung, La Ronde de Nuit. Hop, j'aime vraiment beaucoup la couverture, elle est chouette hein, avec toutes ces petites bestioles là. C'est traduit par qui? C'est traduit du coréen par Pierre Biziou et Kyugran Choi. J'espère que je le dis bien. Ici, on est sur un truc quand même qui est un peu de l'horreur, on va pas se leurrer. On suit une gardienne de nuit qui va nous raconter les anecdotes un petit peu de son métier, dans le sens où elle est gardienne de nuit d'un laboratoire d'objets maudits. Et en fait, on va suivre les petites histoires. Donc par exemple, l'histoire d'un mouchoir brodé d'un oiseau bleu qui narre une tragédie familiale. L'histoire des baskets hantées par un mouton au pouvoir surnaturel. Un livre qui relate des légendes d'un royaume disparu, ou encore un chat qui demande « Mais pourquoi m'a-t-il tué ?»
Et en fait, on va suivre tous ces petits récits d'objets maudits qui sont conservés du coup par cette gardienne de nuit. Et je suis très étonnée, enfin pas étonnée, mais très intriguée plutôt. Parce qu'elle va pouvoir dire, parce que c'est quand même quelque chose où, si vous avez remarqué, il y a des animaux dans chacun de ces récits, des petits récits qu'elle va raconter. Et normalement, ces petits récits vont être faits pour dénoncer les horreurs de notre époque et porter un regard bienveillant sur les minorités et les animaux. Je suis curieuse de savoir comment elle a traduit ça à travers ces récits. Donc, ça me tente pas mal. À voir. Il est au prix, celui-ci, de 19,50 € et on est sur 165 pages. Une trentaine de pages par récit. Donc celui-ci, je vais essayer de vous le lire, enfin de le lire rapidement, je peux vous le lire si vous voulez, mais de le lire rapidement et de vous en parler prochainement. Les deux derniers, ce sont deux BD. Tout d'abord, j'ai offert Oliver Twist de Charles Dickens. Pourquoi j'ai dit Charles? Je ne sais pas. De Charles Dickens, le tome 1, du coup, qui est illustré par Dovillier, Deloy, oh, je sais pas. Merlet et Rouget, et c'est chez Delcourt, la maison d'édition BD. Je suis désolée, ça brille. J'aime trop. Bon, c'est un peu textouné le début, on va pas se leurrer. Si vous connaissez l'histoire d'Oliver Twist, on n'est pas sur un récit des plus enchanteurs non plus et des plus gais, en tout cas dans le démarrage. Les dessins sont assez spéciaux, mais ma foi, j'aime pas mal. Dans ce tome 1, pour ceux qui connaissent pas, en fait, Oliver Twist, c'est un petit orphelin. On suit... sa maman accouche de lui et décède tout de suite à l'accouchement. Et du coup, il est envoyé... Enfin, il est mis dans des orphelinats. Et c'est le petit garçon que personne n'aime. C'est le petit garçon qui est envoyé pour travailler chez telle personne et tout va très mal se passer, on va tout lui remettre sur le dos. Il est ensuite envoyé pour travailler ailleurs, on va aussi lui faire porter le chapeau de plein de choses, le maltraiter, etc. Et en fait, on suit vraiment ce petit gamin dans une société qui est absolument pas faite pour lui, où il essaye de se démerder dans les rues comme il peut. Et c'est prenant au cœur, Oliver Twist c'est très prenant. Je sais pas combien il y en a, là il y a écrit déjà paru 4, mais au total je sais pas combien il y a d'Oliver Twist. Mais c'est vraiment une BD que je peux recommander pour ceux qui débuteraient la BD et qui seraient intrigués par ça, parce que ce petit gars, il est quand même très chouette. Ok Google, éteins le chrono. Je disais, ce petit gars est quand même très chouette à suivre avant que ma Google Home me dise que les pâtes sont cuites. Je reviens. Et maintenant, la dernière BD, Verdun avant l'orage, tome 1, chez Grand Angle, et c'est de Le Naour, Marco et Olgado. Hop. Bon, je vous fais pas la thématique, on est sur une BD qui parle de Verdun. Celle-ci, elle est pas pour moi non plus, c'est un cadeau, mais je vais quand même la lire. Oliver Twist, je l'ai lu, celle-ci, pas encore. Ici, on est en décembre 1915. Les Allemands semblent préparer une attaque d'envergure sur l'un des points stratégiques de la ligne de défense française. Si Verdun tombe, la guerre pourrait définitivement basculer en faveur de l'Allemagne. Malgré les nombreuses mises en garde, le général Joffre, commandant en chef des forces françaises, se refuse à renforcer la zone, persuadé que la vraie bataille se jouera en Champagne. Quand en janvier 1916 l'attaque ne fait plus le moindre doute, il semble bien tard pour réagir. Seul un miracle pourrait sauver Verdun. Je pourrais être prof d'histoire. Non, n'importe quoi. On est... Ouais, alors là pour le coup, autant je suis moins convaincue par les dessins d'Oliver Twist qui sont en style où j'accroche pas spécialement, autant elle est grande celle-là, punaise. Les dessins de celle-ci, j'aime vraiment bien. Je suis désolée, ça brille, j'essaie de faire au mieux. Ah, tenez, c'est pas mal comme ça. Autant celle-ci, j'aime vraiment beaucoup. Elle a beaucoup plus de texte qu'Oliver Twist. Elle est un peu plus grosse aussi, mais alors c'est une super belle BD. Pour tous ceux qui seraient intrigués justement par cette thématique, ou que c'est une thématique qui les intéresse, je pense que je peux la recommander sans l'avoir encore lue, parce qu'elle a beaucoup fait parler d'elle quand même. Et celle-ci, je vais pas tarder du tout à la lire et à vous en parler. J'adore me garder en réserve une petite BD entre 2-3 romans. Là, je suis en train, en plus de terminer... Enfin, de terminer. Calmons-nous, je suis au milieu. Je suis là. Je suis en train de lire là, Le temps d'après de Jean Egland. Et je pense qu'après, je me ferai Verdun sans problème. Ah! Aussi, avant de finir, je voulais vous dire, vous saviez vous qu'il y a un nouveau Hunger Games qui va sortir? J'ai même pas vérifié mon info. À tout moment, je vous dis n'importe quoi. Mais j'ai vu ça passer et il faut vraiment que je creuse le sujet parce que si c'est le cas, je fonce l'acheter, j'arrête toutes mes lectures en tout court et j'attaque Hunger Games. Bref, j'arrête de blablater, je pense que cette vidéo est assez longue. De base, je voulais vous faire une vidéo où je vous montre un peu mes dernières lectures, où je vous parle de ma lecture du moment, où je vous parle de mes derniers achats, et je me rends compte que je parle tellement que cette vidéo n'aurait pas eu de fin, donc on va plutôt faire un petit book haul. Voilà. Bon,
Sur ce, n'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous les avez déjà lus ou si vous m'en recommandez à la lecture avant les autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. Et sur ce, je vous souhaite bonne nuit, belle semaine, joyeux Noël, bonnes vacances, bonne Saint-Valentin. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!